Soyez les bienvenus, oui, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec la Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors cette semaine, nous avons un invité qui tombe à pic, c'est Bruno Cottresse. Bruno Cottresse est politologue, spécialiste des clivages sociaux, des clivages politiques, et on peut dire que on ne peut pas mieux tomber, en effet, pour défricher, déchiffrer, éclairer les mouvements sociaux et cette espèce de tempête que l'on a connue depuis un mois. Monsieur Cottresse, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc prof à Sciences Po également, et on va vous demander de nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment. Vous serez interrogé par 3 journalistes, Romain Masneau de RCF, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Michael Cor de La Croix. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est de vous dire, est-ce que vous avez pensé un moment que la démocratie était en danger ces derniers jours ? Et Madame Lagarde, la patronne du FMI, a dit qu'on entrait dans un nouvel âge, qui est l'âge des colères. Ce seraient des colères contradictoires et, dans ce cas-là, pratiquement ingérables. Est-ce que c'est cet âge-là qui s'annonce aujourd'hui ? Il est certain que l'âge des colères est là depuis un moment. Ça ne date pas de la crise des Gilets jaunes. On aura l'occasion d'en parler plusieurs fois au cours de cette émission. En ce qui concerne votre première question, est-ce que vraiment on a pu dire que la démocratie en France avait été menacée fondamentalement ? Je n'ai pas eu ce sentiment que la démocratie a été menacée. Nous avons vu néanmoins en France au cours des dernières semaines des images particulièrement marquantes, presque choquantes, sur la situation de la démocratie en France. Il y a des images qui nous ont marqués à la fois parce qu'on a vu des manifestations qui ont tourné avec des scènes de très grande violence qu'on n'avait pas vues en France au minimum depuis mai 68. Et c'est vrai que les scènes en particulier à l'Arc de Triomphe lors du 2e samedi ou du 3e samedi de mobilisation des Gilets jaunes vont rester profondément ancrées dans la mémoire de ce pays. Mais sérieusement, la démocratie était en France, on va dire, très solidement installée. La preuve, c'est que le processus démocratique a repris le dessus. Aujourd'hui, les institutions sont là à la manœuvre pour expliquer aux Français que le système démocratique a la capacité d'absorber de grands chocs, de proposer un certain nombre de choses à ceux qui manifestent leur colère. Donc la colère, elle existe vraiment, mais dans un système démocratique, l'expression de la colère est toujours un peu ambiguë. Il y a la colère, mais aussi il y a le côté positif de la colère, le fait que des citoyens se mobilisent, le fait que des personnes aient été sur des ronds-points, quels que soient les drames qui se sont noués sur les ronds-points, et il y en a eu de très nombreux, puisque des personnes ont été blessées, des personnes ont perdu la vie. Donc ça, c'est quand même extrêmement traumatisant et dramatique ce qui s'est passé, mais quel que soit le côté dramatique des événements, il y a en même temps un ressort démocratique extrêmement intéressant et on voit que les institutions du système démocratique sont en train de faire leur travail aujourd'hui. Alors c'est Romain Masneau de RCF qui va vous poser cette première question et qui vous... Oui, alors on va parler dans cette première partie d'Emmanuel Macron face à ce mouvement des Gilets jaunes et dans la vie politique aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'il est un président isolé aujourd'hui, qu'il est finalement tombé dans le piège de l'isolement comme tous les présidents successifs de la Ve République à un moment ou à un autre ? C'est très clair qu'Emmanuel Macron a non seulement manifesté au cours de cette crise une très grande fragilité. Il a donné des signes, effectivement, un peu d'isolement. Et c'est vrai qu'il y a là une des intrigues, une des énigmes de l'élection de 2017. À la fois, La République En Marche et son candidat Emmanuel Macron ont triomphé dans l'élection présidentielle, 66% au 2e tour. Ils ont triomphé aux élections législatives. Mais le paradoxe de cette élection triomphante, c'est que justement, elle n'a pas permis au nouveau président de s'engager dans une politique, par exemple, de coalition. Il a fait un gouvernement avec des personnalités qui venaient de la gauche et des personnalités de la droite, Édouard Philippe, de la société civile, mais on n'a pas vu en fait concrètement se concrétiser la recherche du consensus, qui était pourtant une dimension très importante de sa candidature en 2017, à travers un gouvernement de coalition. Donc c'est vrai que le président de la République, dans les premières semaines de son mandat, dans les premiers mois de son mandat, a voulu affirmer son pouvoir présidentiel, a voulu poser son personnage d'un président dynamique, un président qui était projeté vers l'avant de son projet présidentiel. Le paradoxe, c'est que ça durcit très vite l'image d'Emmanuel Macron comme un homme qui décide de tout seul. Et c'est vrai qu'on a là
une des explications du drame qui s'est noué à l'automne avec une opinion publique qui, elle, est devenue de plus en plus en opposition à Emmanuel Macron et qui lui a renvoyé une image d'un président qui ne s'est pas écouté. Et est-ce que c'est cet isolement, cette fragilité qui explique qu'il ait eu tant de mal à finalement saisir l'ampleur de la colère qui s'exprimait avec ce mouvement des Gilets jaunes? C'est sans aucun doute, en tout cas, une des explications, effectivement. C'est pas seulement le fait que le pouvoir présidentiel, par nature, il isole forcément. Hein. Emmanuel Macron n'est pas le premier, de ce point de vue-là, à nous donner le sentiment qu'il est un peu dans son bunker à l'Élysée. Le pouvoir présidentiel, il isole. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a vu que le président de la République manquait, y compris avec l'outil qu'il a entre les mains, qui est La République En Marche. Aujourd'hui, c'est le mouvement politique qui a le plus d'adhérents quand même en France. Ils ne sont pas loin de 400 000. Eh bien, malgré cet outil politique, on a vu qu'Emmanuel Macron avait quand même beaucoup de difficultés pour trouver des relais dans la société. Lui qui avait donné le sentiment que les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques étaient renvoyés à l'ancien monde. Il a refusé la main tendue de la CFDT, par exemple. Mais oui, tout à fait. Je pense que ça restera sans aucun doute comme une des erreurs tactiques, peut-être même stratégiques, les plus importantes qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont commises, qui est de ne pas saisir la perche qui leur était tendue par le leader de la CFDT. Donc c'est vrai qu'on a vu un pouvoir politique qui était en grande difficulté pour aller connecter avec la réalité, avec les acteurs de la vie démocratique française. Et c'est sans aucun doute une des grandes leçons qu'Emmanuel Macron doit retenir de cette crise. Allons plus loin, revenons sur cette idée de gouvernement de coalition. C'est un gouvernement où il y a d'anciens socialistes, d'anciens membres des Républicains. Ce serait quoi alors un gouvernement de coalition si c'est pas ça? L'un des espoirs dont Emmanuel Macron était le porteur dans son projet présidentiel, dans sa campagne présidentielle, c'était qu'il allait rénover le modèle institutionnel français, pas seulement simplement sur l'aspect de renouveler le profil des élus. Alors c'est vrai que beaucoup de nouveaux élus ont été députés en 2017, ça c'est très clair, mais pas seulement là-dessus. C'était aussi la promesse qu'on allait essayer de se mettre d'accord un peu à l'allemande sur des contrats de gouvernement, qu'on allait dire clairement aux Français ce qu'on allait faire, qu'on allait délibérer entre différentes formations politiques. Le triomphe de la République En Marche aux élections législatives a sans aucun doute empêché à ce projet d'un gouvernement davantage de coalition de se mettre en œuvre. Quoi, en quelque sorte. L'allemande, davantage. Et c'est vrai que dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron, dans la campagne présidentielle, il avait semblé envoyer des signaux de ce point de vue-là. Certaines personnalités du centre-droit notamment, je pense par exemple à des personnalités comme Alain Juppé, mais comme Fabienne Keller également, étaient clairement des personnalités qui auraient pu avoir un rôle tout à fait éminent dans ce type de système de coalition. Romain. Quand on entend dire qu'Emmanuel Macron serait le président des riches, cette étiquette qui lui colle à la peau, est-ce que vous diriez que c'est plus une question d'impression liée à un style présidentiel ou est-ce que c'est une critique fondée? Parce que, voilà, en dehors de la mesure qui est plus symbolique, qui est surtout symbolique, la suppression de l'ISF, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de dire qu'Emmanuel Macron est le président des riches? Il y a les deux aspects. Il y a des aspects de choix qui ont été faits par Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, les analystes, tous aujourd'hui, s'accordent à dire que le fait d'avoir supprimé l'ISF, en tout cas la partie de l'ISF sur le capital, de l'avoir laissé sur, par exemple, la propriété immobilière, ou d'avoir supprimé les fameux 5 € sur les APL, étaient des décisions qui, du point de vue de leur calendrier d'annonce, ont été assez mal conçues. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron semble même aujourd'hui indiquer que c'était peut-être davantage un choix de Matignon qu'un choix de l'Élysée. Donc c'est vrai qu'il y a là une donnée de départ qui est assez factuelle. Le fait d'avoir annoncé assez tôt dans son développement de son projet présidentiel des mesures qui ont donné ce sentiment d'être davantage du côté de la France qui va bien que de la France qui souffre. Et puis il y a aussi le style, vous avez raison. Il y a une communication d'Emmanuel Macron qui est une communication. Emmanuel Macron a beaucoup bénéficié d'un effet de son style personnel pendant la campagne présidentielle. Un homme neuf, un homme très jeune, un homme donnant le sentiment qu'il était porteur d'une très grande ambition, d'une très grande dynamique, avec une communication avec des marqueurs presque iconiques, d'une certaine manière, du
personnage Emmanuel Macron. Et puis au bout d'un moment, ça s'est rapidement retourné contre lui. Le sentiment qu'une personnalité peut être si jeune, dont tout le parcours de vie était un parcours de réussite. Emmanuel Macron n'a pas connu d'échec dans sa vie, fondamentalement. Il n'a pas connu de grandes difficultés dans sa vie. Et donc progressivement, l'image de cette personnalité qui peut-être n'avait pas connu dans sa biographie personnelle les épreuves nécessaires à comprendre la France dite d'en bas, la France qui souffre, la France qui a des difficultés. Et donc c'est vrai que cette image de président des riches, elle est à la fois le produit de certains choix qui ont été faits et de la communication présidentielle, le président des start-up, le président du business, le président de l'économie. C'est vrai que de ce point de vue-là, il n'a pas su mélanger dans sa communication à la fois sa dynamique, mais aussi l'idée qu'il était dans la compréhension, dans l'empathie des Français qui sont les plus en difficulté. Comment il peut relancer son quinquennat ? Est-ce que écrire une lettre aux Français, comme il l'a annoncé lors de ses vœux à la nation, est-ce que c'est une bonne manière, un bon outil de com ? On sait que François Mitterrand, Nicolas Sarkozy l'avaient déjà fait. Est-ce que c'est un bon outil de com ? Alors, la grande différence, c'est que François Mitterrand l'avait fait au moment d'une campagne de 1988. C'était une lettre au programme, en fait. Est-ce qu'une lettre aux Français peut suffire à redresser ? Non, évidemment. La technique de la lettre ne produira pas d'effet magique en elle-même. Il faudra voir le contenu de cette lettre, les mots qui seront utilisés par Emmanuel Macron. Si le contenu de cette lettre et les mots qui sont utilisés donnent le sentiment aux Français qu'on est à nouveau dans un exercice de communication, qu'on utilise les mêmes mots-clés que ceux qui sont habituellement utilisés par La République En Marche ou par le président de la République, qu'on retrouve des fondamentaux du macronisme, je pense que ça n'aura pas d'effet fondamentalement positif pour Emmanuel Macron. Si par contre le contenu de cette lettre et les mots qui sont utilisés montrent une véritable inflexion, que le président Macron, d'une certaine manière, fait passer le message qu'il a compris, qu'il s'est peut-être, je ne dirais pas trompé, mais qu'il a compris, qu'il a retenu des leçons, qu'il va modifier des éléments de son programme, là, ça peut avoir un vrai effet, notamment si Emmanuel Macron commençait à dire le grand débat public qui s'annonce, c'est pas seulement pour parler de revenir sur cette crise, c'est pas seulement pour parler du système politique, mais c'est peut-être aussi pour revenir sur un certain nombre de mes grandes réformes. Est-ce qu'au fond, je suis bien compris lorsque je veux réformer les retraites ? Est-ce que les Français ont le sentiment qu'ils ont leur mot à dire, même s'ils ont voté pour moi en 2017, qu'ils ont toujours leur mot à dire sur ces questions ? Donc tout va dépendre du contenu de cette lettre. Est-ce qu'il n'est pas menacé de chiracisation ? On se souvient qu'après les grandes grèves de 1995, Jacques Chirac n'avait plus osé faire de grandes réformes d'ampleur. Est-ce qu'il est menacé aussi ? Est-ce qu'il court ce risque ? Je serais assez prudent là-dessus parce que Emmanuel Macron il n'appartient pas à la même génération que Jacques Chirac. Aujourd'hui, les Français se sont habitués à ce que le pouvoir présidentiel soit un peu moins omnipotent, omniscient. C'est peut-être aussi une des raisons de l'impopularité d'Emmanuel Macron, qui lui a voulu donner ce sentiment d'être omnipotent et omniscient. Les Français se sont habitués progressivement à comprendre que le président de la République était un rouage, un acteur. En même temps, on en attend beaucoup, on en attend toujours beaucoup. Il y a quand même un système hyper présidentiel, notamment depuis que coïncident les mandats législatifs. Mais d'une certaine manière, les Français seraient, je pense, assez réceptifs à l'idée d'un président de la République qui viendrait dire, eh bien peut-être qu'au bout de 2 ans de mon mandat présidentiel, je vais peut-être réfléchir. Je réfléchis à nouveau à peut-être que des choses dont j'ai été le porteur il y a 2 ans ou il y a 3 ans, aujourd'hui sont un peu moins d'actualité. Je pense que le président de la République ne prendrait pas de risque très important s'il donnait le sentiment aux Français qu'il est une personne comme une autre, c'est-à-dire qu'il peut se tromper, qu'il peut revenir en arrière sur un certain nombre de choix, et donc qu'il est dans une forme d'empathie, parce que c'est ça l'empathie, c'est au fond se mettre à la place des Français qui sont inquiets d'un certain nombre de réformes, et de dire il y a peut-être des raisons pour lesquelles ils sont inquiets, c'est peut-être pas seulement la question de la communication. Si on prend la réforme des retraites, on a vu que par exemple, du point de vue de la communication gouvernementale, on a introduit un élément un peu de flou sur une question comme les pensions de réversion. C'est un élément qui doit être clarifié. On ne peut pas laisser les Français, et les Françaises notamment, sur le sentiment qu'on va changer des règles du jeu sur quelque chose qui est un des piliers du système de redistribution et du système de solidarité à l'intérieur des familles. Donc ce sont des points sur lesquels Emmanuel Macron doit impérativement revenir, clarifier, peut-être dire aux Français, est-ce qu'on est toujours bien d'accord ? C'était dans mon projet présidentiel, mais est-ce que c'est toujours bien ça qu'on veut ensemble ? Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron prendrait de grands risques s'il communiquait en ce sens. Dominique Gerbaud vous présentait au début, vous êtes un spécialiste des clivages
politique. Sur quel clivage aujourd'hui se structure la vie politique française? Est-ce que le clivage gauche-droite est encore pertinent? Oui, tout à fait. Et Emmanuel Macron, depuis sa campagne de l'élection présidentielle, a souhaité réaliser quelque chose, une figure de style assez complexe à réaliser et une pirouette intellectuelle assez complexe à expliquer aux Français, qui est d'expliquer que le clivage gauche-droite, c'était l'ancien monde, ce monde qui n'aurait pas fonctionné parce qu'on se serait renvoyé d'une alternance à l'autre, la responsabilité, tout ce qu'un nouveau président élu faisait, c'était pour défaire ce qu'avait fait le précédent. Et Emmanuel Macron a tenté d'expliquer aux Français que ce monde ancien devait être mis de côté et qu'un nouveau monde s'ouvrait devant les Français, qu'il s'agissait de recomposer notre vie politique autour d'un nouveau clivage, ceux qui regardent positivement ou ceux qui regardent vers l'avant, la mondialisation, l'Europe, et ceux qui seraient des nostalgiques d'un monde du repli sur les frontières nationales. C'est en partie vrai. Mais ça n'est qu'en partie vrai. La vie politique française, depuis le début des années 1990, est organisée sur deux modes qui coexistent, comme une sorte de cohabitation entre deux grands clivages. Le clivage, effectivement, dont parlait Emmanuel Macron, ce clivage entre, certains l'ont appelé les perdants et les gagnants de la mondialisation, mais le clivage gauche-droite existe toujours. Il est toujours extrêmement fort. Lorsqu'on demande aux Français de se situer sur une échelle gauche-droite qu'on utilise beaucoup dans nos enquêtes au CEVIPOF et à Sciences Po, il y a encore une très grande majorité de Français qui se situent facilement sur cette échelle et qui ne refusent pas le classement sur l'échelle gauche-droite. Donc les deux systèmes de classement coexistent, voire se mêlent étroitement. Au cours des 20 dernières années, par exemple, la gauche française et ses électeurs sont devenus de plus en plus favorables à la tolérance culturelle. Donc on a vu que ces deux clivages avaient des éléments même de connexion entre eux. Mais Bruno Cotresse, c'est quoi maintenant le clivage gauche-droite? Aidons nos téléspectateurs et nos auditeurs à comprendre quels sont les repères de la gauche aujourd'hui et de la droite, quand on a vu que la gauche a été aux affaires et que la droite l'a été aussi. C'est où les clivages? Je dirais qu'il faut faire la distinction entre les politiques publiques qui sont faites par les gouvernements de gauche ou de droite, qui aujourd'hui se jouent dans un jeu extrêmement contraint, qui est le jeu des contraintes européennes notamment. Donc à l'intérieur de ce jeu contraint, les marges de manœuvre existent quand même. Lorsque François Hollande est président de la République, il ne fait pas les mêmes politiques publiques que Nicolas Sarkozy, par exemple. Lorsque Lionel Jospin est Premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac, il ne fait pas du tout le programme de Jacques Chirac. Donc il y a des différences qui existent, mais à l'intérieur d'un espace contraint. En revanche, il y a un deuxième plan sur la gauche et la droite et leur contenu, c'est les imaginaires politiques, les représentations que se font les Français de ce qui est juste et de ce qui est égal. Et de ce point de vue-là, persiste une différence considérable. Certains continuent de penser que si le sort s'abat sur un certain nombre d'individus, ce n'est pas de leur faute, que c'est le système socio-économique qui met les individus dans des difficultés. D'autres continuent de penser que si des individus ont des difficultés pour épanouir leur projet de vie, eh bien ils le doivent à eux-mêmes, qu'ils doivent se retrousser les manches. Et cette question de qui est responsable de ce qui arrive à ceux qui, dans un monde capitaliste, n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre, cette question continue de fortement cliver la gauche et la droite. Merci Bruno Cotresse de ces explications. Alors, c'est le moment de faire une première pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au Centre d'études de la vie politique française. On se retrouve dans un très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du Face aux chrétiens, une émission politique organisée en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame, KTO et le réseau des radios RCF. Alors nous avons pour invité aujourd'hui Bruno Cotresse, politologue, chercheur au Centre d'études de la vie politique. Il est interrogé par trois journalistes partenaires, Michael Cor de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors nous allons reprendre avec Michael Cor de La Croix, et nous allons parler du grand débat, le grand débat national voulu par le président. Alors, une première question, Bruno Cotresse, est-ce que, s'il est bien mené, ce grand débat, est-ce que vous pensez qu'il est de nature à redonner confiance dans la politique? Est-ce qu'il est, est-ce que la méthodologie est la bonne? Est-ce que c'est bien parti pour que les gens jouent le jeu?
Alors, il y a deux questions différentes. Est-ce que la méthodologie, est-ce que ça peut avoir un effet positif? Oui. Et est-ce que la méthodologie est la bonne? Est-ce que c'est bien parti? Là, c'est une très bonne idée, effectivement, d'avoir un débat. Aujourd'hui, dans de très nombreuses démocraties, cette question de la délibération est une question qui est essentielle. Et on voit qu'au plan international, l'idée de faire coexister la démocratie représentative et la démocratie participative est un thème essentiel. Donc l'idée est excellente et je crois qu'on est de plus en plus aujourd'hui dans des démocraties où les citoyens ont de nouvelles exigences, la prise de parole, et pas seulement tous les 5 ans au moment d'une élection. Nos démocraties, et notamment les démocraties occidentales, les démocraties en Europe, se caractérisent par le fait que la population a un niveau de compétence politique, de niveau d'éducation qui est très élevé. Donc il n'est pas du tout étonnant que dans ces démocraties, il y ait une demande forte de prise de parole. Et par ailleurs, je dirais qu'au plan de la théorie démocratique, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on se pose cette question. Depuis les fondements de la démocratie, on se pose cette question de savoir si les élus du peuple sont les seuls légitimes pour parler entre deux élections ou pas. Donc le principe, très bien. Les modalités, lorsque le chef de l'État a annoncé la tenue de ce grand débat, il y a un point qui m'avait un tout petit peu alerté lorsqu'il a dit qu'il serait personnellement le coordinateur de ce débat, ce que je n'avais pas trouvé une très bonne méthode. Celui qui est susceptible d'être éventuellement critiqué dans un débat n'a pas, me semble-t-il, en être l'organisateur. Donc il y a la question des modalités d'organisation. C'est une bonne chose que la Commission nationale du débat public, pilotée par Chantal Joanneau, va être l'organisatrice de ce grand débat national. Il reste pour moi un élément très important à clarifier, qui va être de quelle manière la parole des Français va être recueillie, de quelle manière très, très concrète, très empirique, cette parole va être recueillie. Il y a des cahiers de doléances qui ont commencé à être ouverts dans les halls des mairies. Mais ces cahiers de doléances, où vont-ils? Qui va les analyser? Quelle méthodologie va servir à analyser? Moi, je suis un spécialiste de l'analyse de l'opinion et des enquêtes d'opinion, donc tout ceci me parle directement, qui est comment la parole va être recueillie, de quelle manière va-t-elle être analysée. J'ai toute confiance dans la Commission nationale du débat public, mais tant que ce paramétrage concret, pour moi, n'a pas été précisé, je suis assez prudent sur ce qui peut ressortir de ce débat. Michael Cor de La Croix. Alors, on verra ce qu'Emmanuel Macron, la manière dont il le précise dans la lettre, notamment qu'il enverra aux Français. Mais d'ores et déjà, l'Élysée a annoncé que la réforme constitutionnelle, qui devait déjà être votée à l'été dernier et qui avait été repoussée suite à l'affaire Benalla, que cette réforme constitutionnelle ne serait faite qu'à l'issue de ce grand débat. Donc, on imagine qu'on attend de ce grand débat des idées, des Français, un peu partout, pour réformer nos institutions. Jusqu'où peut-on aller ? Alors, le président de la République, je dirais, est dans son jardin privé sur la question de la réforme institutionnelle. Il est le garant des institutions, c'est l'article 5 de la Constitution. Il est également celui qui a le pouvoir d'initiative en matière de référendum sur les questions institutionnelles. Donc c'est vrai que le président de la République, de ce point de vue-là, joue à domicile sur les questions institutionnelles. Et on voit bien que sur cet aspect du grand débat, Emmanuel Macron tente de réimpulser sa dynamique personnelle et de dire c'est moi qui va être l'acteur qui va mettre en œuvre les propositions qui sont issues. Jusqu'à quel point on peut aller, c'est ça qui va être vraiment intéressant, parce que dans le grand débat vont apparaître des propositions de type 6e République, par exemple. Donc qu'est-ce que l'on fait si par exemple la proposition, une proposition majoritaire à l'issue du débat serait il faut supprimer le président de la République, il faut une démocratie parlementaire. Qu'est-ce qu'on fait si l'idée d'un référendum révocatoire, qui était une idée portée par Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne, l'idée qu'à mi-mandat, on puisse renvoyer l'élu du peuple à ses chères études en lui disant finalement tu n'as pas fait ce que tu avais annoncé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement si un certain nombre de propositions potentiellement un peu explosives pour le cadre de la Ve République apparaissent dans ce grand débat et comme une des conclusions de ce grand débat. Donc ça va être très important qu'Emmanuel Macron, effectivement, dise quelque chose sur la manière dont il va se saisir des conclusions du grand débat. Est-ce qu'à ses yeux, elles auront une force presque obligatoire ? Je m'incline devant le grand débat, c'est le peuple souverain qui parle. Ou est-ce qu'Emmanuel Macron va dire j'écoute, je prends note, j'étudie, je vois avec les meilleurs spécialistes de la Constitution qu'est-ce qu'on peut en faire, et à ce moment-là, on vous refait des propositions.
Donc ça, c'est très intéressant, parce que quand on donne la parole au peuple, encore faut-il préciser dans quelle mesure on tiendra compte de ce que le peuple va dire. Mais vous pensez qu'un référendum d'initiative citoyenne, par exemple, qui est quelque chose de très demandé, notamment par les personnes les plus mobilisées dans le mouvement des Gilets jaunes, vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là, étant donné nos institutions, outre même la volonté du président de la République? Il me semble très difficile pour les propositions que le président de la République fera à l'issue des grands débats, il me semble très difficile qu'il exclue totalement la perspective du référendum d'initiative citoyenne. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'à la proposition qui est issue des Gilets jaunes, qui est aussi une proposition qui est d'origine pas mal de la France insoumise, ou est-ce qu'Emmanuel Macron va toiletter le référendum d'initiative populaire qui existe déjà depuis la réforme constitutionnelle de 2008, mais qui est impossible à mettre en œuvre tellement les conditions de mise en œuvre sont empiriquement impossibles à réunir. Donc ça aussi, ça va être très important, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron puisse faire l'impasse sur cette demande qui est aujourd'hui une des demandes phares des Gilets jaunes, en tout cas de la partie des Gilets jaunes qui est la plus politisée et celle qui toujours aujourd'hui continue à manifester. Il devra bien dire quelque chose sur cette proposition. Mais sur ces questions, on voit bien que tout à l'heure vous avez parlé de la question de la légitimité. On voit bien qu'elle est au cœur, et lors de ses vœux, Emmanuel Macron a semblé très ferme sur cette question, en rappelant que les personnes qui au sein des Gilets jaunes parlent au nom du peuple, il a utilisé les mots à peu près, mais d'où parle-t-il, de quel peuple parle-t-il, en rappelant que le peuple se prononçait au moment des élections, ce qui n'est pas tout à fait dans l'esprit du grand débat, ce qui n'est pas tout à fait dans l'esprit de ce dont on parle là. Donc est-ce que finalement on ne s'achemine pas vers un débat pour rien, vers un débat pour la forme? Est-ce que c'est votre sentiment ou pas du tout? Je ne crois pas. Je crois qu'Emmanuel Macron a rappelé, on le disait tout à l'heure, une des données les plus anciennes de la pensée et de la réflexion démocratique. Ça fait plusieurs siècles qu'on se pose cette question, qui est est-ce que ce sont ceux qui sont élus par le peuple qui sont les seuls légitimes et qui portent la seule légitimité? Il y a différentes sources de la légitimité. Toute la science politique, ma discipline, a réfléchi sur cette question depuis toujours. Les différentes sources de la légitimité, elles sont plurielles, les sources de la légitimité. C'est dans ça qu'un système démocratique, c'est un système avec des interactions entre des acteurs, entre des institutions. C'est dans ça qu'on ne peut pas, qu'aucun système démocratique ne confie toutes les clés à un seul acteur. Et donc il y a cette question qui est très ancienne. Très, très ancienne, aussi ancienne que la démocratie. Emmanuel Macron a rappelé une des données de base, qui est qu'on ne peut pas non plus enlever la légitimité à celui qui a gagné les élections. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que s'il est bien légitime, il a été élu sur son programme. Il y a un petit souci, c'est qu'au premier tour, il a fait 24%, au deuxième tour, il a fait 66%. Et toutes les enquêtes disponibles, et notamment la grande enquête que nous avons conduite au Cevipof pendant toute la présidentielle de 2017, montrent qu'à la veille du second tour, une majorité de Français disent que s'ils votent pour Emmanuel Macron, c'est par défaut. C'est une minorité qui a dit qu'il votait pour Emmanuel Macron sur son programme. Donc Emmanuel Macron, il doit essayer de reprendre la balle au bond de cette problématique, d'essayer d'en faire quelque chose. Donc il est à la fois dans son rôle et parfaitement légitime de rappeler la règle du jeu, la règle d'or de la démocratie, celui qui gagne les élections ne peut pas être contesté, évidemment. Mais en même temps, on voit que toute la crise, elle nous parle de cette vieille problématique qui est, oui, mais entre deux élections, est-ce qu'on ne peut pas redélibérer, rediscuter des raisons pour lesquelles on a élu un président de la République? C'est ça qui est le cœur du débat. Mais pour prolonger la question de Michael Kor, comment faire vivre une démocratie participative et une démocratie représentative sans tomber dans la pagaille? Comment ça peut marcher? Je pense que ça ne marche que si on fixe assez clairement les règles du jeu, les textes institutionnels, les textes qui organisent la vie démocratique, la Constitution, sont là justement pour fixer ce mécanisme d'horlogerie extrêmement précis qui est le jeu d'interaction entre les institutions. Si vous prenez le référendum d'initiative citoyenne en Suisse, par exemple, il y a tout un tas de mécanismes institutionnels qui prévoient qu'est-ce qu'on fait si un référendum est demandé par un certain nombre de citoyens, mais à ce moment-là, les institutions, le gouvernement fédéral suisse a la capacité de faire des contre-propositions, de contre-argumenter. Donc c'est un jeu démocratique qu'il faut réinventer en France autour de cette question, en prenant soin, comme toujours dans les règles institutionnelles, qu'aucun acteur ni ne soit négligé, ni ne devienne un acteur qui écrase tous les autres. Donc c'est vraiment autour de ce fonctionnement concret institutionnel, de réinventer quelque chose qui me semble le thème sur lequel Emmanuel Macron peut éventuellement reprendre la main en disant « Eh ben moi, je suis celui qui va avoir l'audace
à l'intérieur du cadre de la Ve République, d'organiser concrètement cette respiration démocratique. Michael. Moi, il y a quand même deux limites, je ne sais pas du tout si vous les partagez, mais la première chose, c'est qu'il y a une question de culture. Et en France, on ne peut pas dire qu'on ait cette culture-là. On a plutôt la culture de lancer quelques délibérations et puis ensuite de les enterrer. Je pense à celle sur Notre-Dame-des-Landes au niveau local, l'aéroport. Je pense à celle sur le traité, sur la Constitution européenne. La deuxième chose, c'est que ce grand débat, il existe déjà. Sur Facebook, sur les ronds-points. Ce sont des débats. Les gens réellement font de la politique, s'organisent, discutent, ont des idées. Là, l'idée, c'est pas uniquement de monter un grand débat, c'est de le faire organiser par notamment les maires, par des commissions liées à l'État, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce soit tout simplement impossible à si court terme, étant donné notre culture politique ? Je pense qu'effectivement, le calendrier qui est choisi n'est pas idéal. C'est-à-dire qu'avoir 1 mois et demi de débat, puisque la lettre d'Emmanuel Macron va arriver dans la presse d'ici quelques jours, j'imagine. L'horizon du débat, c'est le début du mois de mars. Ça nous fait un débat d'un grand maximum de 2 mois, tout juste 1 mois et demi, 2 mois. Il y a une autre donnée du problème qui est qu'effectivement, normalement, un grand débat de société sur les grands choix socio-économiques, sur qu'est-ce qui va mal en France, c'est un débat qui nécessiterait aussi beaucoup plus de temps pour aussi donner de l'information. Si on dit qu'on prend au sérieux l'idée de débattre ensemble en France sur nos grandes orientations, sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, que veut dire être français dans la mondialisation aujourd'hui, il faut aussi donner de l'information. La base de la discussion démocratique, c'est que le partage des opinions, l'échange entre des opinions, aboutit progressivement à la reconnaissance d'une partie des arguments de l'autre. Si on débat pour dire « je campe sur mes positions et celui qui est en face de moi a tort sur absolument tout », ça ne sert à rien de débattre. L'objectif d'un débat, c'est de mieux se comprendre, de mieux comprendre le point de vue de l'autre. Mais pour mieux comprendre le point de vue de l'autre, il faut aussi mettre sur la table un certain nombre d'informations. On va voir par exemple sur la question de l'ISF. On voit que les positions sont totalement gelées sur la question de l'ISF. Il n'y a pas un débat télévisé aujourd'hui où quelqu'un ne va pas dire oui, mais pourquoi on va rogner sur les allocations chômage alors qu'il y a tant de milliards d'euros à récupérer sur l'ISF. Donc cette question de la pertinence économique d'avoir fait ce choix va se poser dans ce débat. Des arguments concrets vont devoir être posés sur la table. Et donc ça nécessite beaucoup plus de temps et sans aucun doute un horizon d'un débat un peu plus long qu'1 mois et demi. Alors, tout à l'heure, vous en avez parlé, mais l'une des conditions d'un débat réussi, c'est de bien dire au démarrage ce qui sera fait de la parole que l'on récolte. Alors là, hier, en tout cas, les choses qui étaient dans l'air, c'était éventuellement un référendum, peut-être un référendum sur plusieurs questions. Alors il y a des questions proprement légales, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Mais au-delà de ça, ce référendum, il interviendrait donc fin mars ou début avril. On serait presque au moment des élections européennes. Est-ce que c'est pertinent ? Je trouve le calendrier très audacieux et très difficile. Très difficile parce qu'on ne peut pas... si on dit qu'on a suffisamment débattu pour organiser un référendum, ce sont des questions institutionnelles extrêmement complexes. Et notamment, on l'a dit tout à l'heure, tout le paramétrage des interactions entre les institutions va être tout à fait central. Si on organise une réforme institutionnelle, mais pour qu'on ne bouge rien de fondamental, et qu'on continue à être dans un système où la majorité qui est issue des élections, de toute façon, dispose de l'intégralité de la panoplie des outils législatifs, politiques, institutionnels, pour avancer à toute vitesse si elle le souhaite et ne pas consulter si elle le souhaite, au fond, le débat ne sert à rien. Donc si on dit que ce débat doit servir à quelque chose, il doit aider les Français à faire revivre la Ve République, parce que nous venons d'avoir 2 présidents de la République qui n'ont pas pu faire un 2e mandat. Si Emmanuel Macron aboutissait au même résultat, que nous aurions eu 3 présidents de la République dans l'impossibilité de faire un 2e mandat, des questions absolument critiques fondamentales vont se poser sur la Ve République elle-même. Donc, il nous reste une question tout de même. On a besoin de connaître votre avis sur le fond, sur le référendum d'initiative citoyenne. Certains nous disent qu'avec un référendum d'initiative citoyenne, on aura à terme le rétablissement de la peine de mort, la suppression des limitations de vitesse. Est-ce que vous croyez à ce risque ? Est-ce que ce risque il est inhérent à un référendum d'initiative citoyenne ?
En matière de référendum, effectivement, tant qu'on n'a pas posé les bornes des domaines du référendum, on n'a toujours rien dit. Différentes expériences internationales existent. Vous avez des pays où le référendum d'initiative citoyenne existe, dans certains États américains, sur toute question. Toute question, effectivement, ça pourrait venir sur ces questions-là. Ou alors on peut borner le champ du référendum aux questions socio-économiques et aux questions institutionnelles ou aux questions de citoyenneté. Après, je dirais qu'un deuxième point, si on décide de pouvoir donner la parole au peuple, on est obligé de le prendre au sérieux. On ne peut pas dire « vous avez le droit à la parole, mais pas sur certains sujets ». Voilà. C'est en ça que le paramétrage institutionnel est essentiel, et notamment ce que je disais tout à l'heure, le jeu des contrôles des institutions les unes vis-à-vis des autres. Si par exemple, un nombre suffisant de pétitionnaires réclamaient l'organisation d'un nouveau référendum sur le rétablissement de la peine de mort. C'est une hypothèse totalement hypothétique, puisqu'on ne peut pas être membre de l'Union européenne et avoir la peine de mort dans son État. Mais imaginons. Quelles sont les conditions dans lesquelles le gouvernement, les pouvoirs publics peuvent faire des contre-propositions, peuvent contre-argumenter. Donc c'est en ça que tant que l'on n'a pas fixé ces règles du jeu, et c'est en ça que je disais qu'il fallait beaucoup plus de temps, tant qu'on n'a pas dit tout ça, à la fois on ne dit rien et on n'explique pas suffisamment bien aux Français dans quelles limites ça peut être un outil extrêmement intéressant. Sur le fond, je dirais que pour moi, ça peut être un outil démocratique extrêmement intéressant, à condition que tous ces mécanismes institutionnels de contre-pouvoir, etc., soient réfléchis. Ça nécessite du temps, parce que la Ve République est un cadre qui a prouvé sa solidité, sa capacité à résister à de grands chocs et à muter. Il y a eu de très nombreuses mutations déjà de la Ve République depuis qu'elle existe 1958. Mais c'est un cadre qui est en même temps un cadre qui a ses règles avec le pouvoir présidentiel. Donc voilà, il faut vraiment être plus précis sur ces questions. Une dernière question de Mickaël Cor-Delacroix. Je pense qu'on a mieux compris quelle était la problématique interne à ce grand débat. En tout cas, on peut quand même souligner qu'il y a une audace de le proposer maintenant, et que derrière, il y a une idée en soi qui est de réconcilier les Français, qui était déjà celle exprimée par Emmanuel Macron lors de ses avant-derniers vœux, où il souhaitait que 2018 soit l'année de la concorde. Ça n'a pas été le cas, mais il ne faut pas le voir avec cynisme. Au moins, il a le mérite d'avoir envie de le faire. Vous qui étudiez et qui observez depuis longtemps la société française, à quelles conditions on pourrait réconcilier les Français ? Est-ce que les Français sont réellement beaucoup plus clivés qu'avant ? Sur quel sujet ? Enfin, comment on pourrait réconcilier les Français ? Il y a des fractures françaises qui sont béantes. Ça, c'est clair. C'est des fractures socio-économiques, d'abord et avant tout. Nous sommes un pays riche, puissant, développé, mais ce pays riche, puissant et développé continue de créer des inégalités devant la vie qui sont considérables. La proportion de Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois est quand même toujours assez importante. Il y a des catégories de Français qui ont été durement frappées par le chômage, etc. Donc il y a des fractures socio-économiques. Mais il y a aussi beaucoup de fractures politiques en France. L'un des messages essentiels d'Emmanuel Macron depuis le début de l'aventure de En Marche et depuis la création du mouvement politique En Marche, c'était justement la réconciliation. Justement, c'était l'idée de dire « nous sommes un pays formidable, il faut qu'on arrête de s'autoflageller, il faut qu'on arrête de ne pas croire dans notre destin collectif ». Emmanuel Macron l'a redit le 31 décembre. Il faut redonner espoir aux Français. Ce message reste d'actualité et je pense qu'Emmanuel Macron aurait tout intérêt à continuer son mandat présidentiel en continuant d'abord et avant tout à être sur cette thématique de la réconciliation des Français. Bien, merci. Merci de cette explication et de cette réflexion sur la réconciliation. C'est un discours dont on a besoin en ce moment pour commencer l'année. C'est aussi pour nous l'occasion de marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Bruno Cotresse. Et on se retrouve dans un très court instant avec un nouveau journaliste qui viendra vous poser des questions. Il s'agira de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette troisième partie de notre émission Face aux chrétiens organisée avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF sur ce plateau de KTO, avec pour invité Bruno Cotresse, qui est chercheur au Centre d'études de la vie politique, un politologue en quelque sorte, très spécialiste des clivages sociaux et politiques, spécialiste aussi de l'Europe. Et nous allons parler de l'Europe justement
avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Et j'ai une première question. Est-ce que vous pensez que les colères des Gilets jaunes n'auraient pas pour partie, pour origine, l'Europe et ce manque d'intégration européenne et cette Europe qui finalement fait plus peur qu'elle ne rassure? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'Europe là, derrière tout ça? Oui, vous êtes perspicace. Il y a bien la question de l'Europe et globalement la question de la mondialisation qui est au centre, je dirais même qui est absolument centrale dans toutes les crispations, dans toutes les tensions politiques, sociales que l'on connaît en France, et pas seulement en France, dans l'ensemble de l'Union européenne. Une révolution silencieuse a débuté il y a plusieurs décennies. Cette révolution silencieuse a été cette révolution de l'intégration de notre continent européen, à la fois sous l'effet du développement de l'Europe comme un système institutionnel, mais aussi sous l'effet du progrès socio-économique, des possibilités de mobilité, de l'abaissement général des frontières et de la dimension du cadre national dans nos vies quotidiennes. Nous sommes devenus ces citoyens européens. Et dans le même temps que nous sommes devenus ces citoyens européens, la question du cadre national est une question qui a regagné de l'importance. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, plus l'intégration européenne a fait des progrès, plus elle a mis en tension l'idée d'un cadre national dans lequel on est né, dans lequel on grandit, dans lequel on s'épanouit, dans lequel on travaille. Et toute cette tension entre les logiques d'intégration européenne et mondiale et le cadre national qui reste notre cadre d'expérience quotidienne fondamentale, on apprend une langue, on est né dans un pays, et bien cette tension entre les deux est sans aucun doute à l'origine de bien des tensions et de bien des problématiques politiques de notre pays. Alors, pour aller plus loin, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. L'Europe n'est pas l'Union européenne. C'est peut-être aussi une distinction à opérer, parce que vous avez parlé de la Suisse tout à l'heure, j'aurais aimé y venir un instant, pays auquel je suis attaché. On peut discuter d'ailleurs du modèle, pourquoi pas. J'aimerais avoir votre avis là-dessus sur la question. Est-ce que le temps n'est pas venu que l'Union européenne cesse de se cacher derrière ce cadre national qui ne sert plus à grand-chose finalement après tout, et peut-être qu'elle se mette en face des opinions publiques réellement, et que ces institutions nationales laissent la place à une intégration beaucoup plus importante au saut fédéral? Est-ce qu'on peut le souhaiter? Je ne crois pas que ça arrivera et je ne suis pas sûr qu'il faut le souhaiter. La particularité de l'expérience politique de l'Europe, si on la compare à d'autres expériences de fédéralisme, par exemple les États-Unis d'Amérique, c'est que nous, la couche supérieure d'intégration européenne est venue des siècles après la construction des États-nations. Aux États-Unis, ça s'est fait en même temps. Et donc, nous avons cette particularité d'une articulation entre des siècles de construction nationale qui sont fondamentaux dans nos vies quotidiennes encore aujourd'hui, et cette dynamique de l'intégration européenne depuis seulement quelques décennies. Donc je ne crois pas qu'il y aura un jour un État fédéral européen. Je ne pense pas que ça arrivera pour des raisons qui sont purement des raisons empiriques très simples. Nous ne parlons pas les mêmes langues en Europe, et le fait de ne pas parler la même langue est une dimension absolument essentielle, un obstacle absolument essentiel à un fédéralisme intégral. Absolument essentiel. Ce n'est pas seulement une question de technique, la langue. Il n'y a pas de peuple européen. Alors c'est une question qui est complexe. Il y a bien sûr des dimensions d'un peuple européen. Il suffit pour les uns et les autres d'avoir voyagé, travaillé à l'étranger pour se rendre compte du degré de familiarité aujourd'hui des modes de vie, des modes de consommation, des problématiques, des façons de se représenter le monde qu'on a dans les différents pays européens, mais ça ne fait pas forcément un peuple au sens institutionnel, au sens politique fort du terme, c'est-à-dire un peuple qui ne parlerait que d'une seule voix et qui n'aurait qu'un seul gouvernement en face de lui. Donc il y a une distinction entre les deux. Il y a des éléments d'européanisation extrêmement élaborés déjà. Nous avons accompli au cours des dernières décennies des pas de géants qu'aucune expérience probablement politique depuis les derniers siècles n'a réalisé dans un laps de temps si court. Ces progrès sont tellement importants qu'ils nous apparaissent aujourd'hui tout à fait triviaux. Le fait de se déplacer d'un pays à l'autre sans rencontrer de postes frontières, d'avoir la même monnaie, c'est tout à fait considérable comme évolution. Mais en même temps, le cadre national continue d'être le cadre le
plus important, et aujourd'hui, la majorité des Européens se définissent dans une coexistence. Par exemple, si on prend les Français, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français se définissent très largement comme Français et Européens, pas comme Européens et Français, mais comme Français et Européens, comme si ça n'avait plus lieu d'être comme débat pour nous, de dire il faut être l'un ou l'autre. Nous sommes ces citoyens, on va dire, binationaux de notre pays et de l'Europe en même temps. Et cette situation est une situation qui, au cours des décennies qui arrivent, va sans aucun doute progressivement se stabiliser tellement ça deviendra pour nous naturel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage, un malentendu en réalité? C'est-à-dire que les opinions viennent se plaindre au président de la République, qui est le guichet le plus évident, alors qu'en réalité, lui ne décide pas grand-chose à la vérité. Le pouvoir est largement extérieur à ce qu'il représente. En tout cas, le pouvoir économique, c'est vrai qu'il s'est décentré, qu'il s'est déplacé. Donc on devient fou dans l'histoire. Les contraintes européennes sont des contraintes qui sont majeures aujourd'hui pour tous les gouvernements, mais il n'y a pas que les contraintes européennes. Il y a les contraintes de l'économie mondialisée, globalisée, qui sont encore plus importantes, qui s'imposent à nous. Le pouvoir politique national reste important, lui, dans sa capacité à essayer de réguler, à essayer de bouger un peu les paramètres quand même de cette mondialisation. Le fait d'avoir Emmanuel Macron à l'Élysée ne se traduit pas, de ce point de vue-là, de la même manière que si vous aviez eu Marine Le Pen ou François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Donc il reste quand même une dimension d'action publique nationale importante, ne serait-ce que pour organiser ce cadre de l'intégration économique mondiale ou de l'économie européenne. Lorsqu'Emmanuel Macron proposait, parce que on voit bien qu'il n'a pas été forcément très très bien suivi du point de vue allemand, mais lorsqu'Emmanuel Macron proposait une très audacieuse réforme du gouvernement de la zone euro et de la zone euro, eh bien ça c'est clairement un ressort national de régulation d'une dimension européenne. Et si la France avait cette capacité à entraîner derrière elle une vraie réforme de la zone euro, l'Union européenne change de dimension pour les Français aussi. Les Français parlent de couple franco-allemand, mais jamais les Allemands. C'est vrai que c'est une obsession française, l'idée d'un... J'avais fait travailler mes étudiants à Sciences Po un jour sur la presse franco-allemande et qui utilise cette expression. C'est la presse française qui parle du moteur franco-allemand. C'est une obsession française, effectivement, de dire nous sommes, nous, les deux patrons de l'Europe, ensemble. C'est vrai qu'il y a un élément de réalité objective très, très essentiel. La dynamique de l'intégration européenne part bien de la réconciliation franco-allemande dans l'après-guerre. Et c'est vrai que la France se voit toujours dans ce débat et dans ce dialogue avec l'Allemagne. Comment faut-il relancer ce débat, ou plutôt la campagne qui va s'annoncer, qui va s'amorcer? Comment faut-il poser la question européenne, selon vous, à l'aune des élections qui vont se présenter au mois de mai? C'est très difficile de répondre à cette question parce que certains disent qu'au moment des élections européennes, le drame, c'est qu'on ne parlerait que des enjeux nationaux. C'est en partie vrai seulement. Si vous regardez les évolutions du débat public ou des propositions politiques des candidats aux élections, ils sont de plus en plus chaînés à des éléments européens, enchaînés à des éléments européens. Au fond, lorsqu'aujourd'hui un candidat à une élection dit voilà quelles sont mes propositions en termes économiques ou en termes socio-économiques, ça va être très souvent avec un argumentaire européen qui va être mêlé à ça. Donc il est devenu aujourd'hui très difficile de faire une ligne de démarcation entre les discours politiques uniquement nationaux et les discours politiques européens. Les deux sont de plus en plus imbriqués. Donc lorsque les élections européennes ont lieu, elles parlent des deux à la fois. Oui, mais la question de Louis, si je peux me permettre, la question de Louis, c'était comment parler de l'Europe, comment faire avancer cette idée d'Europe dans la campagne électorale qui s'annonce, qui arrive, sur quel thème? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a que deux manières d'éclaircir aux yeux des citoyens la question si compliquée de l'Europe. Parce que c'est une question qui est très compliquée, expliquer comment ça fonctionne l'Europe. Il n'y a que deux manières de faire. La première manière, c'est celle que tente Emmanuel Macron, qui est de dire il faut admettre que les grands clivages politiques, que les grands débats politiques qui ont organisé notre vie publique jusqu'à présent doivent se reformater et que la dimension européenne doit réorganiser nos vies politiques en Europe. Qu'il faut donc d'une certaine manière faire descendre le clivage politique européen de Bruxelles à Paris ou dans les vies politiques nationales. Il y aurait une autre manière qui serait totalement opposée, c'est celle que propose un Jean-Luc Mélenchon, qui est au contraire de politiser le débat européen et de faire remonter vers Bruxelles les grandes lignes de démarcation entre la gauche et la droite et d'avoir une sorte de grande confrontation européenne entre les gauches et les droites. On voit très bien que depuis une décennie ou deux, on hésite entre ces deux dimensions. Si vous prenez l'activité des députés européens,
lorsqu'ils votent des textes, ils sont de plus en plus sur une logique gauche-droite, les députés européens. Mais lorsque vous prenez comment fonctionne le Conseil européen, par exemple, le Conseil européen, il n'est pas forcément, lui, sur une ligne gauche-droite. Donc on voit qu'on hésite en permanence en Europe dans ces deux grandes manières, mais ces deux grandes manières essayent de régler la même grande question: comment éviter qu'au moment des élections européennes, les citoyens aient l'impression d'être totalement perdus et qu'on leur demande de changer de casquette. On leur dit, jusqu'à présent, dans les élections nationales, on vous parle de programmes gauche-droite, etc. Puis au moment des élections européennes, on vous demanderait autre chose. Donc comment éviter ce sentiment d'un gouffre entre les élections nationales et les élections européennes? Il n'y a que les deux manières dont on a parlé de régler ce problème. S'il y a une majorité d'eurosceptiques ou d'europhobes en mai, qu'est-ce qui va se passer ? Ça deviendra très compliqué pour Emmanuel Macron et pour ses projets. Déjà, ça c'est certain. C'est déjà certain que la situation est devenue très compliquée pour lui au plan européen. Aujourd'hui, le scénario le plus probable n'est pas celui d'un Parlement européen qui serait dominé par les forces politiques qui seraient les plus contestatrices de l'Union européenne. On voit bien qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui est une dynamique de recomposition. Le scénario aujourd'hui le plus probable, c'est sans aucun doute que les conservateurs libéraux puissent maintenir d'une certaine manière leur majorité. Est-ce que ça va être une majorité qui leur permet de fonctionner comme avant? Est-ce qu'ils devront composer avec d'autres forces politiques? Ça, c'est encore une autre question. Si, par contre, les forces qui sont les plus critiques vis-à-vis de l'intégration européenne dominaient le Parlement européen, ça serait un tremblement de terre pour l'Union européenne et pour Bruxelles. Jean-Claude Juncker, lorsqu'il a été élu à la tête de la Commission européenne, a dit « c'est la Commission de la dernière chance ». Si on était dans ce cas de figure, ça donnerait raison rétrospectivement à Jean-Claude Juncker, mais il serait le premier responsable de n'avoir pas su réimpulser des dynamiques européennes, donnant envie aux Européens de prolonger le projet d'intégration européenne. Bien que le Parlement n'ait pas un pouvoir colossal au point de changer les institutions, de changer la donne. Il n'a pas un pouvoir colossal, mais les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le jeu politique et institutionnel européen ont été considérablement renforcés depuis 2 décennies quand même. Alors c'est vrai que ce n'est pas le Parlement qui en Europe est le lieu principal du pouvoir, c'est la Commission, c'est le Conseil européen, bien sûr, mais au Parlement européen, il se passe quand même quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui le Parlement européen est quand même celui qui va donner son onction à la Commission européenne et aux commissaires européens. Donc c'est quand même un rôle très important. Merci beaucoup Bruno Cotresse de cet éclairage sur les élections européennes qui s'annoncent et les débats nécessaires qu'il va falloir affronter. C'est la fin de ce Face aux chrétiens avec vous, Bruno Cotresse, politologue. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité. Il s'agira de Hugues Rançon, qui est député La France En Marche de Paris, dans le 13e arrondissement. Et si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bien évidemment, à la semaine prochaine.